Donc, on va continuer le cours de firewall. Et donc, on avait dit que le firewall, c'était un moyen de protéger le réseau ou le PC des attaques réseau. Ça veut dire que tout simplement, son boulot, ça consiste à analyser le flux réseau. Et vous savez que le flux réseau, c'est quoi? Il est constitué de paquets qui sont soit des paquets TCP ou bien UDP, donc tout dépend du mode, qui soit le mode connecté ou le mode non connecté. Et bien entendu aussi, vous avez à l'intérieur des paquets des datagrammes qui peuvent être aussi analysés. Et donc, cette analyse, elle peut conduire soit à laisser passer le flux, soit de ne pas accepter le flux. Et donc, il va y avoir ce qu'on appelle euh, un, un accusé qui permet de dire que ça ne passe pas, comme on peut parfois arrêter le flux sans pour autant délivrer des paquets qui permettent de dire que ça ne passe pas. Alors, effectivement, selon ce type d'analyse qui se fait sur les en-têtes de paquets et des diagrammes, donc il y a plusieurs manières de faire cette analyse. Donc, en fonction de cette analyse, il en découle qu'on a principalement trois types de euh, on a trois types de filtrage qui existent. Et donc, ces filtrages, on peut avoir le filtrage statique. Pourquoi? Parce que vous avez des informations qui sont définies statiquement, donc les règles sont définies statiquement. On peut avoir aussi un filtrage dynamique où on peut faire un filtrage selon des paramètres qui sont dynamiques. C'est pour ça qu'on appelle le filtrage dynamique. Comme on peut se situer à un niveau supérieur et donc on a ce qu'on appelle le filtrage applicatif, c'est-à-dire au niveau proxy. Et ça permettra de faire un autre niveau, je dirais, de filtrage des paquets. Alors, on commencera par le premier, le plus simple, le plus usuel, ce qu'on appelle le filtrage statique. Donc, le filtrage statique, ou bien ce qu'on appelle un filtrage simple ou sans état, son analyse, elle se base sur les informations suivantes. C'est qu'on a défini une adresse IP. Ça veut dire que on peut cibler des adresses IP pour dire que telle adresse IP, elle passe, telle adresse IP, elle ne passe pas. De la même manière que le port de communication qui peut être utilisé et ciblé, est-ce qu'il peut, le flux peut passer ou pas. De même que pour le protocole, c'est-à-dire qu'on vise un certain protocole pour dire tel protocole peut passer, par exemple, tel protocole ne peut pas passer. Par exemple, tu peux définir des protocoles du style HTTP pour dire tu permets la navigation sur le web, comme tu peux dire l'inverse, tu ne permets pas la navigation sur le web. Comme on peut être au niveau applicatif, c'est-à-dire à un niveau supérieur. Et donc, pour pouvoir le réaliser, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est obligé de configurer le firewall. Donc, pour configurer le firewall, à vrai dire, c'est un ensemble de règles. Donc, ces règles, c'est ce qu'on appelle les ACL, c'est-à-dire les Access Control Lists. Donc, ce qu'on appelle en français, c'est les listes de contrôle d'accès. Et donc là, tel qu'on l'a vu dès le départ, le filtrage, c'est une barrière, et donc qui permet effectivement de laisser passer ou de ne pas laisser la passer. Et donc là, sur quelle base il va laisser passer ou pas? Donc sur la base des règles qui ont été configurées pour le firewall. Et donc, lui, le firewall, il va appliquer, je dirais bêtement, ces règles pour aboutir soit à laisser passer, je dirais, le paquet ou pas. Donc, ça, c'est ce qui est fait. Et donc, comment il va opérer? Donc, il va opérer selon cet organigramme.
c'est il va, ça c'est la règle utilisée. Donc, les règles de filtrage évaluent les paquets en ordre séquentiel et logique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à chaque fois qu'il y a un paquet, on va analyser son en-tête. Eh ben, on va voir cette en-tête par rapport à une règle. Est-ce que la règle s'applique à cette en-tête? Donc, là, c'est le test pour dire que la règle est applicable ou pas. Si elle n'est pas applicable, donc on va passer à la règle suivante. Et ainsi de suite. Donc, jusqu'à un moment donné, vous avez la règle est applicable. Donc, ça nous permettra de transférer le paquet, c'est-à-dire pour laisser passer le paquet vers sa destination. Le cas contraire, ça veut dire que le paquet, dans le paquet, parce que dans les règles, tu peux avoir une règle positive comme tu peux avoir une règle négative, c'est-à-dire que voici la règle, effectivement la règle, elle s'applique par rapport au paquet, et donc ce paquet-là, il peut être autorisé à passer ou bien ne pas être autorisé à passer. Donc ça, c'est globalement, je dirais, la philosophie ou ce qu'on appelle le fonctionnement de base d'un firewall, donc qui est basé sur ces règles de filtrage. Et ce que vous remarquez ici, vous remarquez que les choses se font en séquentiel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on applique une règle, on prend la première règle, on essaie de l'appliquer, ensuite, si elle ne s'applique pas, on va essayer d'appliquer la règle suivante, et ainsi de suite. Donc, moralité, les règles qui se situent en premier lieu, c'est eux qui vont être évaluées et applicables par rapport au paquet. Et là, ça pose un autre problème. C'est quoi? C'est le problème de l'ordre des règles. Donc, au niveau de l'ordre des règles, il faudrait que vous soyez attentifs et ne pas mettre des règles, je dirais, particulièrement, je dirais, plus ou moins contradictoires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il ne faut pas mettre une règle plus générale avant une règle, je dirais, qui est spécifique. Pourquoi? Parce que si vous mettez la règle la plus générale, automatiquement, elle va influencer sur le fonctionnement je dirais, du fonctionnement de ce firewall. Un exemple typique de ceci qui existe dans la nature et la pratique, si vous avez vu, par exemple, l'industrie agroalimentaire. Donc, dans l'industrie agroalimentaire, si vous avez vu principalement, l'exemple le plus connu, c'est les pommes. Au niveau des pommes, vous avez en général des casiers de pommes, et vous trouverez en général souvent, surtout les pommes d'importation, des pommes qui sont vraiment du même diamètre qui se trouvent dans un casier. Et donc là, au niveau des pommes, effectivement, tu peux avoir plusieurs diamètres et plusieurs dimensions. Alors, vous pouvez vous demander comment les choses se passent. Dans l'industrie agroalimentaire, il y a des tonnes et des tonnes de pommes. On ne va pas trier ça à la main. En général, c'est fait par machine. Et comment les choses sont faites? C'est que vous avez un tapis sur lequel se déroulent les pommes. Et au niveau de ces tapis, ce qui se passe, c'est qu'il y a des trous. Alors, en général, on commence avec quoi? On commence avec des trous qui sont petits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire à travers les trous petits, vous allez éliminer les petites pommes. Ensuite, vous avez des trous moyens, donc ce qui va éliminer les pommes moyennes. Et à la fin, vous allez avoir les grands trous, donc ce qui permet d'avoir les pommes de grande taille. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire un tri automatique des pommes et vous trouverez les différentes, je dirais, dimensions et
des différentes pommes qui sont triées d'une manière automatique, donc classées automatiquement. On devrait avoir aussi au niveau du filtrage des paquets le même principe au niveau des règles. Donc, vous ne pouvez pas vous permettre d'inverser un peu les règles parce que si vous inversez les règles, vous risquez de tomber dans, je dirais, dans une règle qui peut être plus générale qu'une autre. Et donc là, ça veut dire que la règle spécifique, vous n'allez pas l'utiliser. Pourquoi? Parce que vous avez mis la règle plus générale en premier. Et donc, du coup, le paquet risque de passer. Et il ne sera pas soumis, par exemple, à la règle spécifique. Et autre chose aussi qui est utilisée justement dans les règles, c'est que si on remonte un peu ici dans l'organigramme qu'on a montré, à vrai dire, il manque quelque chose ici. Ce qui manque, c'est je lis une règle, je vais essayer de l'appliquer. Si elle n'est pas applicable, donc je lis une deuxième règle, et ainsi de suite. Là, la boucle, elle risque d'être infinie. Or, dans la pratique, le nombre de règles, c'est un nombre qui est fixe. Et donc, à un moment donné, ici, s'il n'y a plus de règles, ça veut dire que j'ai pris le paquet, j'ai essayé de l'appliquer à toutes les règles, aucune règle ne s'applique. Et donc, dans ce cas, ce qui va se passer, et ça c'est la règle qui est utilisée dans tous les firewalls, c'est que la dernière règle, elle est automatiquement, je dirais, implicite. Et donc, la règle implicite, c'est quoi? Ça permet de dire que toutes les règles qui ont été utilisées ne fonctionnent pas. Donc, ce qui va rester, il va rester la dernière règle, donc implicite. Et donc, la dernière règle implicite, c'est quoi? C'est implicitement ce qui est admis dans les firewalls, c'est le refus. Pourquoi? Parce que ça, c'est par rapport à la philosophie de la politique de sécurité. Donc, automatiquement, on essaye de mettre toutes les règles qui s'appliquent par rapport au flux. Et donc, si aucune règle ne s'applique, donc de facto, on admet que ça va être un paquet qui ne répond à aucune règle. Donc, automatiquement, on va essayer de l'éliminer. Et donc, c'est ce qu'on appelle le refus global implicite. Pourquoi global? Parce que toutes les règles ne sont pas applicables. Donc, automatiquement, ça va être quelque chose qui est refusé de facto. Alors, donc, dans cette logique, on avait dit que la liste, le traitement des listes, il se fait d'une manière séquentielle. Et donc, il faut faire attention d'organiser les listes d'accès pour que les plus spécifiques dans un réseau ou sous-réseau apparaissent avant celles des plus générales. Ça, c'est un principe que normalement, vous devez connaître même en programmation. Donc, si vous avez programmé, par exemple, la récursivité, donc au niveau de la récursivité, en général, vous devez mettre au départ la règle la plus spécifique, c'est-à-dire la règle d'arrêt. Et ensuite, vous avez la règle de continuité. Donc, si vous essayez de mettre la règle de continuité avant la règle d'arrêt, vous risquez de ne jamais s'arrêter au niveau d'un programme ou une fonction récursive. Donc, ici, c'est un peu la même chose. Donc, il faut mettre les règles qui sont les plus spécifiques qui se trouvent au début et ensuite les règles qui sont les plus générales. Alors, aussi, pour des raisons de performance, on a des règles spécifiques qui présentent un certain nombre de conditions. Et donc, en général, les conditions qui reviennent le plus, il est plus intéressant de les placer en tête. Pourquoi? Parce que les règles, on les traite une à une. Donc, si les règles de conditions se trouvent en tête, donc automatiquement, dès qu'on teste la condition, si elle est bonne, ça passe, si elle n'est pas bonne, ça passe pas. Et donc, on n'aura pas à tester plusieurs autres règles. Et donc, point de vue performance, ça veut dire que le firewall,
va répondre d'une manière assez rapide. Par la suite, automatiquement, on rajoute les autres conditions qui sont utilisées avant, bien entendu, la dernière règle qui doit être un refus implicite. Donc voici un exemple qui permet de montrer un peu un certain nombre de règles qui sont utilisées. Donc vous avez des règles qui sont utilisées. Ici, vous avez toute une plage de sous-réseau avec un port destination, donc avec un protocole TCP pour dire que c'est accepté. Là, c'est pour d'autres ports. Ici, pour le port, par exemple, 80, qui est le port HTTP. Donc, vous voyez ici un certain nombre de règles qui sont utilisées. Et bien entendu, regardez la dernière règle. Donc, ici, imaginez qu'on a mis cette règle-là en premier. Donc, ce qui va se passer, toutes, tous, toutes, etc. Ça veut dire que là, on va condamner tout le flux réseau. Pourquoi? Parce que si on la met en premier, c'est elle qui va s'exécuter en premier. Et donc, elle va éliminer tout le flux réseau. Par contre, ici, vous pouvez permettre un certain nombre de flux réseau. Et donc, par la suite, si rien ne marche de tous ces éléments-là, vous avez un refus implicite qui se trouve en dernier lieu. Et donc là, c'est ce qui confirme un peu l'idée de tout à l'heure pour essayer de placer l'ensemble, je dirais, des règles dans un ordre prédéfini. Donc, ça, c'est ce qui permet effectivement de, je dirais, réaliser un certain nombre de, de règles pour définir une certaine politique de sécurité. Alors, un exemple de filtrage qui existe dans les réseaux, en général, vous avez des routeurs. Et donc, parmi le fonctionnement des routeurs, entre autres, maintenant, de plus en plus, les routeurs contiennent intègrent automatiquement des firewalls pour filtrer le flux réseau. Alors, automatiquement, vous avez dans ce routeur un certain nombre de règles et on a classé les règles avec un certain ordre particulier. Donc, vous avez les adresses IP standards, vous avez l'adresse étendue, etc., avec les trucs de protocole et des adresses MAC. Et là, les règles sont classées selon le type, je dirais, d'entête qui sont utilisées. Alors, pour les règles de 1.99, ça permet de vérifier uniquement l'adresse source du paquet. Donc, vous sollicitez un certain nombre d'adresses, donc il y a des adresses qui sont tolérées, d'autres qui ne sont pas tolérées, donc ce qui permettra d'accepter ou de refuser les paquets en fonction de l'adresse IP source. Que ce soit l'adresse IP source de l'hôte, d'une machine ou bien d'un ensemble de machines quand il s'agit d'un sous-réseau ou tout un réseau en entier. Donc, l'essentiel, c'est l'adresse source, d'où est-ce qu'elle provient. Automatiquement, on peut décider d'accepter ou de refuser. Alors, dans le refus, en général, ce qu'il y a l'intervention du protocole ICMP. Donc, ce protocole, en général, quand il y a un rejet, il va envoyer un paquet pour informer l'utilisateur que la destination est inaccessible. C'est un peu ce que vous recevez souvent quand vous faites la navigation sur Internet pour dire que ce site est inaccessible, donc on n'arrive pas à accéder au site cible. Par contre, pour les ACL étendus, donc ça permet de vérifier aussi et on peut vérifier aussi au niveau du paquet le protocole utilisé ou les numéros de port qui sont utilisés. Donc ça, c'est pour les ACL qui sont étendus. Alors pour les machines, donc c'est pour le système Unix, donc vous avez un utilitaire qui permet
euh, représenté par ce qu'on appelle NetFilter. Donc NetFilter qui est un module d'Unix et qui permet de jouer ce rôle de filtrage. Là, c'est pour vous montrer un aspect, pour dire, ça c'est concernant les firewalls. Donc, vous avez deux catégories de firewall. Vous pouvez avoir un firewall matériel, c'est ce qu'on vient de voir avec les routeurs ou les switches de Cisco, par exemple. Et comme vous pouvez avoir des firewalls qui sont logiciels. Donc, ici, dans Unix, vous avez NetFilter et donc vous avez aussi, dans Windows, vous avez le firewall qui est implémenté. Et donc là, à retenir, c'est qu'un firewall, ça peut être aussi bien un dispositif physique, matériel, comme ça peut être un logiciel qui est utilisé pour réaliser ces fonctionnalités. Alors, dans Unix, vous avez NetFilter qui joue ce rôle, et ce NetFilter, vous pouvez le configurer grâce à ce qu'on appelle l'outil iptable. Donc, iptable, c'est lui qui permet de configurer NetFilter. Donc, c'est ce qu'on avait dit à un moment donné, quand on a un firewall, on a besoin toujours de le configurer. Donc, ici, donc ce firewall NetFilter, vous pouvez le configurer grâce à iptable. Alors, vous pouvez réaliser justement cette configuration et comme sous Unix, c'est le mode commande qui domine. Donc, dans ce mode, vous avez la syntaxe d'une règle, puisqu'on avait dit que la configuration du firewall, ça consiste à intégrer un ensemble de règles pour permettre de faire fonctionner justement ce firewall. Donc, le mot-clé, c'est quoi? C'est la commande, c'est iptable. Vous avez des options. Vous avez aussi un argument chaîne et un ensemble aussi de paramètres qui vont avec. Alors, vous avez dans cette option, c'est quoi? C'est qu'on peut configurer en ajoutant des règles à la liste. Ça veut dire qu'on avait dit que le firewall contient un ensemble de règles. Donc, vous avez toujours la possibilité d'ajouter une nouvelle règle au niveau de votre liste ACL. Vous pouvez changer une règle, par exemple, une règle qui existait, et donc vous pouvez redéfinir ça grâce à l'option "-p". Comme vous pouvez supprimer une règle de la liste. Comme vous pouvez avoir un coup d'œil sur la liste des règles qui ont été mises en œuvre grâce à l'option L qui permet de lister justement les règles. Donc, ça, c'était pour les options. Maintenant, pour la chaîne, c'est quoi? Pour la chaîne, on avait dit que le filtrage s'intéresse au flux réseau. Donc, ce flux réseau qui est exprimé par le mot-clé chaîne, ça peut être de trois manières. Soit c'est un flux entrant, c'est-à-dire qu'il va rentrer de l'extérieur vers le réseau, ou bien c'est un flux sortant, c'est-à-dire il vient de votre réseau, il va sortir de l'extérieur, comme ça peut être aussi un flux, ce qu'on appelle de forward, c'est-à-dire c'est un flux de routage. Donc c'est ce qui existe un peu à un moment donné au niveau des réseaux. Vous avez le routeur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aiguiller un flux, c'est-à-dire ce n'est pas un flux entrant dans le réseau ou bien sortant du réseau, mais c'est juste un flux qui va faire le transit, donc il va partir pour une autre destination. Alors, ensuite, pour le I, ça c'est par rapport à l'interface qui est utilisée au niveau des cartes réseau. Rappelez-vous, au niveau de l'interface, on avait dit qu'on pouvait avoir trois interfaces par rapport à un firewall, c'est-à-dire que ça peut être le réseau local lui-même, ça peut être le réseau externe, comme ça peut être la zone démilitarisée. Alors, S qui permet de dire c'est la source, donc vous avez l'adresse source d'où proviennent les paquets. D qui permet de désigner la destination des paquets.
ou un P qui permet d'indiquer quel est le protocole utilisé justement par le paquet, des ports qui permet de désigner le port destination du paquet, et à la fin, -J, action, donc qui indique comment traiter le paquet, c'est-à-dire est-ce que le paquet il va être accepté ou bien le paquet va être refusé. Donc ça, c'est ce qui permet d'illustrer tous les éléments quand on veut insérer une, je dirais principalement une, je dirais, règle quand il s'agit de l'ajout ou bien quand il s'agit de changer la règle ou bien tout simplement supprimer cette règle. Alors, comment se fait justement? Donc, le principe, ça consiste à, je dirais, réaliser votre politique de sécurité grâce à des règles. Alors, comment les choses doivent se faire justement pour ne pas se tromper et avoir une, je dirais, une vision correcte des choses. Donc, avant de commencer cela, donc là j'ai mis exprès cette image. Si je vous demande de me décrire cette image, c'est quoi? C'est vrai, c'est un verre d'eau, mais un peu plus de détails. Donc, il faut voir l'image et essayer de la décrire. Quand on décrit, on essaie de donner tous les détails. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce verre d'eau? Il contient de l'eau ou pas? Oui, il contient de l'eau. Et il est, tu me dis, il est rempli à moitié. Alors, effectivement, ça, c'est une vision des choses. Donc, quelqu'un, effectivement, il peut dire que ce verre est à moitié plein. Mais quelqu'un d'autre, il peut dire, euh, effectivement, Mahari qui nous donne la suite, c'est à moitié vide. Et donc, l'un comme l'autre, donc que ce soit Boarrouj ou Mahari, chacun a raison. Donc, l'un, il voit la partie pleine, l'autre, il a pu constater qu'il y a une partie qui est vide. Et effectivement, les deux visions sont correctes. Parce que quand vous voyez ce verre d'eau, il est effectivement à moitié plein et il est à moitié vide. Même si en psychologie, on essaye de justifier un peu cette vision des choses en disant que l'un, il a vu la partie pleine, c'est-à-dire il a essayé de positiver, de voir ce qui existe. Donc, il y a de l'eau qui est... euh, donc, il a mis en avant cette partie d'existence et ce qu'ils appellent, eux, une vision positive pour dire on essaye de remarquer ce qui existe. La deuxième vision essaye de remarquer beaucoup plus quel est le manque. Et donc, effectivement, on peut dire que c'est le verre à moitié vide. Alors, en sécurité, justement, ce problème se pose. Comment? Donc, au niveau de sécurité, et ça dans tous les domaines, euh, donc quand il y a des règles qui vont gérer, par exemple, un certain domaine, ben, il va te dire tout simplement, c'est euh, ce qui n'est pas beaucoup de gens utilisent justement dans la vie active pour essayer de contourner les lois. Donc, comment on arrive à contourner les lois, c'est de dire à un moment donné, ce qui n'est pas interdit explicitement, pour moi, il est autorisé. Et effectivement, il peut le dire. Pourquoi? Parce que dans les textes,
tu n'as pas un texte qui te dit que telle chose est interdite. Parce que au niveau des textes, ça permet d'expliciter des cas de figure bien précis. Donc, si dans les textes, il n'y a pas un texte clair qui permet d'interdire telle ou telle chose, donc automatiquement, les utilisateurs ils vont te dire effectivement ça n'a pas été interdit explicitement, donc pour moi, elle est autorisée. Et donc ça vient de l'interprétation. C'est pour ça que j'ai présenté ce verre d'eau à moitié vide et à moitié plein. Donc chacun l'interprète à sa manière. Et donc au niveau de la sécurité, il ne faudrait pas laisser cette situation pour dire que chacun va interpréter les choses à sa manière. Donc il faut effectivement être ferme et présenter les choses telles qu'elles sont. Rappelez-vous, ça c'est pour faire le lien avec le début quand on a présenté l'organigramme. Donc vous avez l'application des règles et donc si aucune règle s'applique, ça veut dire que vous devez avoir une règle implicite. Et donc cette règle implicite, à vrai dire, c'est quoi? C'est une règle qui devrait être définie dès le départ. Et donc l'idée au niveau du filtrage, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on définit au départ ce qu'on appelle un filtrage restrictif. Donc, au départ, qu'est-ce qui est fait? Ben, on va décider que tous les flux sont interdits, que ce soit en entrée, en sortie ou en routage. Donc, on va les éliminer tous dès le départ. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Ben, tout dépend du fonctionnement de notre réseau et de notre politique de sécurité. On va autoriser explicitement les seuls flux, c'est-à-dire par rapport au port et au protocole. Par exemple, vous avez une application que vous avez installée et cette application nécessite l'usage de tel port et de tel protocole. Et donc, quand vous installez l'application pour dire effectivement je vais utiliser tel port et je vais utiliser tel protocole. Donc, cette application-là, il faudrait lui autoriser justement le flux pour qu'elle puisse fonctionner correctement. Et donc, ça permettra à l'administrateur de configurer son firewall d'une manière incrémentale. Donc, au fur et à mesure qu'il y a le besoin, il va définir les flux qui permettent effectivement d'autoriser tel et tel flux au fur et à mesure pour pouvoir réaliser l'ensemble des règles. Et donc, comme ça, à un moment donné, quand il y a l'analyse des paquets, si à un moment donné, un paquet ne vérifie aucune règle, il va y avoir la règle implicite. La règle implicite, c'est à vrai dire, c'est politique de sécurité de départ qui indique que a priori, tout est interdit. Ensuite, on intègre les règles. Ces règles, à chaque fois qu'il y a un paquet, on essaye de les appliquer. Si aucune règle ne s'applique, c'est quoi? Ça veut dire que c'est la règle restrictive de départ qui va être appliquée. Et c'est pour ça qu'on arrive explicitement à éliminer tous les flux, même si on ne les a pas explicités les uns et les autres, mais on a mis une politique de départ qui permet d'éliminer le tout. Ensuite, cette politique, elle a été raffinée par quoi? Par des règles supplémentaires qu'on a rajoutées au fur et à mesure et donc qui permettent de déterminer l'ensemble des règles d'analyse des paquets. Et donc, cette politique de départ, c'est celle-là qui va être utilisée justement comme règle implicite quand il n'y a aucune règle qui ne satisfait au paquet qui est analysé. Alors, voici des exemples de règles qu'on peut utiliser. Donc, vous avez l'ouverture ou la fermeture d'un port. Donc là, vous avez automatiquement, quand vous ouvrez un port, donc, ce qui permettra effectivement à une application de pouvoir utiliser ce port, comme vous pouvez aussi éliminer ce port, et donc ça permettra de rejeter justement l'accès de cette application à ce port et elle ne pourra pas être utilisée. Donc, voici un exemple donc, pour une chaîne d'entrée. Donc là, on ajoute une règle pour le flux d'entrée.
Là, le protocole qui est considéré CTCP, on a un numéro de port qui est utilisé, on met accept. Donc, ça permettra d'ouvrir un port précis. Vous pouvez aussi ouvrir une plage de port. Donc là, la différence, c'est quoi? C'est la même règle que celle-là, sauf qu'il y a une plage. Donc la plage, c'est quoi? Donc avec le 2 points, numéro de port de fin. Et donc c'est comme ça que vous exprimez une plage de port qui peuvent être ouvertes grâce au mot-clé accept. D'une manière aussi similaire, si vous voulez interdire, par exemple, des protocoles particuliers avec des ports particuliers, regardez ici, donc vous rajoutez une règle, ça c'est pour la sortie. Là, c'est par rapport à l'interface, donc Ethernet 0, donc par rapport à la carte réseau. Vous avez la source, donc ça c'est 00 qui est l'adresse, ce qu'on appelle loopback, c'est par rapport à l'autre, donc que ce soit en source et en destination. Donc là, le protocole ciblé, c'est ICMP. Et donc là, ça permettra effectivement d'interdire les pings vers l'extérieur. Et donc, comme vous pouvez avoir, par exemple, autorisé le trafic HTTP, donc là, en provenance d'un réseau. Donc là, vous trouvez forward qui permet de dire c'est un flux qui traverse le réseau avec les sources. Donc là, c'est l'adresse d'un sous-réseau, protocole TCP, le port 80 qui est lié à HTTP. Alors la session, elle s'arrête, donc je m'arrête tout de suite et je reprends pour continuer le cours. Donc ici, c'était des exemples d'utilisation de règles donc, qui ont été introduites au niveau de l'ACL. Et donc là, ce qui permet de cibler différents exemples d'usage de règles. Donc, en général, chaque règle, elle s'intéresse à un flux particulier. Donc, pour dire qu'à un moment donné, tu peux, je dirais, accepter ou refuser. Donc, ici, juste en commentaire, ici, vous avez ICMP drop. Donc, ça veut dire quoi? Donc, ce que vous avez accept, reject ou bien drop. Donc, le drop, c'est quoi la différence? C'est que au niveau du protocole ICMP, le drop, c'est comme un état puits, c'est-à-dire qu'il va avaler tout sans rendre de compte. Donc, il n'y aurait pas un paquet ICMP qui va être envoyé vers, je dirais, la machine source qui a émis ce paquet. Donc, il n'y aurait pas de réponse. C'est-à-dire même le paquet de rejet, il va pas y avoir de paquet de rejet. Et là, ça veut dire que ça va être ce qu'on appelle en agile en mode silencieux, c'est-à-dire que le paquet arrive et automatiquement il est ignoré sans pour autant aviser l'utilisateur. Et donc, ce que j'avais dit, vous avez les 3 possibilités, soit d'accepter, soit de rejeter, ou bien le drop. Donc, le drop, ça veut dire que tout simplement, il ne va pas y avoir de paquet ICMP qui permet de, je dirais, d'aviser l'utilisateur que son paquet n'est pas passé. Alors, automatiquement, au niveau de NetFilter, donc on ajoute les paquets au fur et à mesure. Donc, ce qui se passe au niveau de ces paquets, ces paquets sont numérotés en général. Donc, on peut, par exemple, lister tous les paquets et avec le numéro d'ordre. Donc, ça permettra de l'usage par la suite. Comme j'avais dit tout à l'heure que je peux supprimer une règle. Donc, pour supprimer une règle, il va falloir indiquer quelle est la règle à supprimer. Donc, d'où l'usage de ces numéros. Donc, je dois donner le numéro de cette règle, donc, ce qui permet effectivement d'éliminer cette règle.
Et de la même manière, je peux insérer une règle en lui donnant un numéro, c'est-à-dire que l'inversion se fait à un certain niveau, parce que rappelez-vous, on doit garder un certain nombre de règles, parce que les règles sont applicables d'une manière séquentielle. Et donc, si par exemple, je vais rajouter une règle qui est assez spécifique, il faudrait l'insérer au bon endroit au niveau de la liste. Donc, il faut ne pas laisser une règle spécifique après une règle générale, parce que si la règle générale s'applique, donc celle qui est spécifique, je ne pourrai jamais y arriver, parce que l'ordre, je dirais, d'usage des règles, il se fait en ordre séquentiel. Et donc, ça, ce qui vous permettra de pouvoir insérer votre règle à un endroit qui est assez spécifique. Donc, voici ici ce que vous remarquez. Donc, j'ai essayé de lister les règles qui sont en transit, c'est-à-dire en intermédiaire, en forward. Donc là, il va m'afficher la chaîne en forward. Donc, vous voyez ici la règle numéro 1, la règle numéro 2. Et par la suite, si je veux éliminer la première règle, donc automatiquement, donc ce que vous voyez ici, voici la première règle qui permet d'avoir le port source le protocole TCP avec les options. La source, c'était ça, le sous-réseau 192.168.1.0.24 et le port qui est le port 23. Donc ici, comme vous voyez par la suite, j'élimine la première, donc ce qui va me rester uniquement la deuxième, c'est-à-dire celle qui existait au départ, puisque j'avais deux règles. Donc j'ai éliminé une règle au profit d'une autre, et donc automatiquement, ce qui va rester dans la liste, uniquement une seule règle. Et donc ça, c'était pour la suppression. Donc pour l'insertion, ça va être la même chose. Donc, quand vous insérez, vous dites à quel niveau vous insérez, donc automatiquement, vous avez ce qu'il faut. Et donc ça, c'est la partie, c'était la partie de filtrage statique. Donc, dans le filtrage statique, donc ce que vous avez remarqué, qu'est-ce qu'on fait? On cible particulièrement les paquets, les adresses sources, les adresses destination, les numéros de port et les numéros je dirais, de port utilisés et que ce soit le port source ou le port destination. Et donc ça, c'est des informations qui sont statiques. Et c'est pour ça qu'on appelle le filtrage un filtrage qui est statique. Par contre, dans des applications qui sont un peu particulières, il y a des informations qu'on ne peut pas avoir statiquement. Donc, pourquoi? Parce que je veux filtrer un certain flux. Le problème, c'est quoi? C'est que statiquement, je ne peux pas, par exemple, connaître le port utilisé. Pourquoi? Parce que le port qui va être utilisé, c'est un port qui va être affecté d'une manière dynamique. Et donc, si ce port qui va être affecté dynamiquement, ça veut dire que je ne peux pas le connaître a priori. Donc, je le connais quand? C'est au moment de l'exécution. Alors, cette situation, elle se présente où? Ben, elle se présente dans beaucoup de situations où vous avez, par exemple, un exemple typique, si vous prenez un serveur web. Alors, comment il fonctionne ce serveur web? Donc, est-ce que vous avez déjà vu dans le module réseau, théoriquement, on vous donne une idée justement sur la gestion des réseaux, particulièrement des serveurs. Donc, est-ce que vous pouvez me dire comment fonctionne un serveur web? Mmh.
Bon, si la question elle est difficile pour vous, je suppose que je peux la raffiner d'une manière plus simple pour parler d'un aspect assez simple. Au niveau d'un serveur web, c'est que vous avez la configuration de votre serveur web qui permet d'indiquer le répertoire web, c'est-à-dire là où les pages web se trouvent, etc. Et aussi, parmi les paramètres que vous devez configurer, vous avez le nombre de connexions. C'est-à-dire que ce serveur, combien de connexions il va supporter. Donc ça, c'est un paramètre que vous devez mettre à jour. Alors, effectivement, le fonctionnement du web, comment que ça se fait? C'est que on va essayer de faire, je dirais, une connexion au serveur. Donc, cette connexion se fait justement grâce au socket. Donc, ça veut dire que je vais créer une socket et je vais réaliser justement l'écoute grâce au serveur qui se met à l'écoute. Et dès qu'il reçoit une requête d'un client pour la connexion, donc qu'est-ce qu'il va faire? Ben, automatiquement, il va pouvoir connecter sa socket. Je vous rappelle que la socket, c'est un lien de communication dynamique qui se fait dans les deux sens. Et donc, il reçoit la requête, mais après cette requête, il va falloir répondre à ce client. Alors, pour répondre à chaque client peut avoir une requête différente parce qu'au niveau d'un serveur web, vous pouvez avoir différentes informations qui sont publiées et chacun demande une information particulière. Le serveur, il faudrait qu'il réponde à chaque client en fonction de sa requête. Et donc, pour que les choses ne soient pas confuses d'une part et que la réponse aboutisse à celui qui l'a demandé, c'est-à-dire que tu dois répondre, la première réponse, elle est pour le premier, la deuxième pour le deuxième, et ainsi de suite. Donc, chacun, on va générer une réponse pour le client donné. Alors, comment les choses, justement, se font? C'est que chacun, on va lui affecter un port de communication, de réponse pour chaque client. Et bien entendu, comment on va maintenir justement ces informations pour dire que tel port, il est lié à tel client et tel port, il est à tel client, etc. Là, on fait ce qu'on appelle, ce que vous connaissez déjà, le mode connecté. Ça veut dire que on doit ouvrir une session pour chaque client. Et donc, comme ça, chaque client va gérer les paramètres de ce client. Et quand on va répondre à ce client, on sait quel est le port de communication qui va être utilisé. Et bien entendu, pour éviter les attaques, etc., vous avez des numéros de séquence qui sont affectés à chaque paquet qui est utilisé dans la session. Et donc, on a une certaine chronologie qui existe au niveau des paquets. Et donc, si vous vous rappelez un peu du protocole TCP/IP, vous avez aussi dans les paquets, vous avez un numéro de séquence qui est utilisé. Ce numéro de séquence, c'est un moyen justement qui permet de montrer la chronologie des paquets pour dire que ce paquet-là, il fait partie de telle session parce qu'il a été généré par la suite. Donc, vous avez un certain ordre de séquences qui est maintenu, et donc ce qui permettra de dire que tel paquet fait partie de telle session. Et bien entendu, vous avez une session, dès qu'il y a la connexion, elle est ouverte. Et bien entendu, dès que la session est fermée, donc automatiquement, s'il y a un paquet qui vient par la suite, automatiquement, il sera rejeté. Un exemple simple, ce que vous pouvez faire pour voir justement cet aspect-là, vous êtes en train, par exemple, de naviguer au niveau de votre serveur de messagerie. Donc, ce qui va se passer, vous allez ouvrir votre compte. Dès que vous accédez à votre serveur de messagerie, vous ouvrez une compte, automatiquement, il y a une session de votre compte qui est utilisée au niveau de ces serveurs de messagerie. Donc, tant que votre compte est ouvert, vous pouvez naviguer dans le compte pour faire des allers-retours, etc., entre les différents
je dirais, répertoire de votre compte pour dire les mails envoyés, les mails reçus, les mails spam, etc., etc. Mais si vous fermez, par exemple, vous faites cette opération, vous fermez votre compte de messagerie et ensuite, au niveau de votre navigateur, vous avez par exemple les flèches avant et arrière. Donc, vous fermez de votre compte et vous essayez de faire, par exemple, la flèche retour. Ben, automatiquement, ça, c'est quoi? C'est une requête qui permet de dire je reviens à la page précédente. Donc, si votre compte était ouvert, donc la session est ouverte, vous pouvez toujours le faire pour revenir à la page précédente. Par contre, dès que vous fermez votre session, automatiquement, la session est fermée. Et donc, quand vous mettez le retour, vous allez voir que ce paquet-là, il ne fait pas partie d'une session parce que la session elle a été fermée et donc du coup, on n'accepte pas ce genre de choses. Et donc ça, ce qui permet d'exprimer qu'effectivement, dans ces cas dynamiques, vous avez des sessions qui sont ouvertes et donc tant que le paquet, il fait partie d'une session qui est ouverte et qui est maintenue justement par le firewall, il vous laisse passer. Dès que la session est fermée, automatiquement, votre paquet ne sera plus admis au niveau du flux. Et donc ça, c'est cette partie qui est dynamique et qui fait référence à l'ouverture et fermeture de sessions qui sont utilisées. Et donc, ça, ce n'est pas toléré, c'est pas supporté par le filtrage statique. Donc, ce qui nous a mené à créer un deuxième type de filtrage qu'on appelle le filtrage dynamique. Et donc, à retenir que ce filtrage dynamique, c'est le moyen qui permet de gérer les sessions qui sont ouvertes. Et tant que la session est ouverte, je peux toujours sélectionner un paquet et de pouvoir le laisser passer. Pourquoi? Parce que j'ai pris connaissance dynamiquement du port qui est utilisé et le paquet fait partie de cette session qui vient d'être ouverte. Et ça veut dire que au niveau du filtrage dynamique, on doit gérer justement ces sessions. Ça veut dire qu'on a des tables qui sont utilisées et à chaque fois qu'il y a l'ouverture de session, donc on rajoute une entrée dans la table des sessions qui sont gérées et à chaque fois quand il y a un paquet, c'est qu'on doit le vérifier par rapport à une entrée au niveau de cette table des sessions. Est-ce que le paquet fait partie d'une session qui est ouverte? Donc, s'il fait partie de cette session ouverte, automatiquement, on lui applique la règle et on le laisse passer. Sinon, automatiquement, il sera rejeté. Pourquoi? Parce qu'il ne fait pas partie de cette, je dirais, session qui existe au niveau de la table des sessions. Alors, je préfère m'arrêter ici parce qu'il y a encore d'autres explications qu'on n'arrive pas à le faire dans cette séance. Donc, la séance, elle s'arrête maintenant. Et donc, c'est les paquets, ce que j'avais dit, c'est vous avez des règles statiques qui sont appliquées. Donc, si les règles statiques ne sont pas appliquées, on va voir là les sessions qui sont ouvertes. Donc, est-ce qu'il fait partie de ces sessions? Donc, automatiquement, on peut appliquer la règle qui se trouve dans la table des sessions qui a été fournie à cet effet. Donc, on aura l'occasion d'en discuter au prochain cours. Recording